Je vis soudain que le sourire de ma fille n'avait rien à voir avec la vérité qu'on me cachait. Et ce n'était que le début. La neige fondait sur le bitume en petites flaques sombres quand je suis sortie de la gare. Ma valise roulait derrière moi, cliquetant sur les pavés, et l'air avait cette odeur de bois brûlé, propre aux hivers de mon enfance. J'avais rêvé de ce retour pendant toute ma mission médicale en Afrique. Rentrer, serrer ma fille dans mes bras, partager un repas chaud. La porte de la maison familiale s'est ouverte avant même que j'aie posé la main sur la poignée. Ma mère, en tablier taché, m'a embrassée avec une rapidité mécanique, comme on enlève un pansement. « Tu es là, enfin !»« Dépêche-toi, la dinde va refroidir. » Dans le salon, ma sœur arrosait les verres de vin rouge. Ma fille, assise à la table, tournait la fourchette dans son assiette. Elle leva les yeux, sourit. Ce sourire, poli, distant. Pas celui qui m'accueillait avant. Nous avons mangé. Les voix se superposaient. Ma sœur racontait ses vacances en Espagne. Mon père maugréait contre les impôts. Ma mère parlait de ses maux de dos. Moi, j'écoutais à moitié, absorbée par les gestes de ma fille. Elle ne disait presque rien. Ses épaules rentraient. Alors, ma chérie, dis-moi, comment as-tu utilisé l'argent que je t'envoyais? La question m'avait échappé, comme une pierre qu'on lance dans un étang. Elle fronça les sourcils. Quel argent! La table se figea. Ma mère reposa bruyamment son couteau. Elle est encore jeune, elle ne sait pas gérer. On a préféré garder ça de côté. Je me suis tournée vers elle. De côté? Depuis 1 an, je verse 1400 $ chaque mois. Pour ses études. Pour sa vie. Ma sœur avala une gorgée de vin. On a utilisé une partie pour la maison. Tu sais, l'entretien, les factures. Le goût du rôti est devenu métallique dans ma bouche. Vous avez pris cet argent? Sans rien me dire? Ma fille regardait son assiette. Elle ne semblait pas étonnée, seulement résignée. Ce fut pire que la colère. Le silence s'étira, ponctué seulement par le tic-tac de l'horloge au mur. Ma mère soupira. Tu exagères. C'est pour la famille. J'ai senti ma mâchoire se tendre. Pour la famille. Ce refrain qu'ils avaient toujours utilisé pour justifier tout. Je voyais la nappe rouge, les bougies vacillantes, la dinde sèche au milieu. Tout avait l'air de fête, mais c'était une façade. J'ai repoussé mon assiette. Et moi? Je fais partie de quelle famille exactement? Personne n'a répondu. Ma sœur a baissé les yeux. Mon père a bu d'un trait son verre. Ma mère a pris une bouchée de dinde, comme si rien ne s'était passé. Je commençais à penser. Quand tout cela avait-il commencé à pourrir? La maison était encore plongée dans l'odeur de dinde refroidie quand je me suis levée le lendemain. Les volets étaient entr'ouverts, laissant passer une lumière pâle, presque malade. Dans la cuisine, ma mère touillait un café trop fort. Elle ne m'a pas saluée. Je me suis assise en face d'elle. On doit parler. Elle a levé les yeux, juste un instant, puis laissa replonger dans sa tasse. Pas maintenant. Je n'ai pas insisté. Quelque chose en moi savait que si je forçais, tout s'enfoncerait dans une boue encore plus opaque. Alors j'ai observé les petits gestes, les chuchotements entre ma sœur et elle, dans le couloir. Les regards que mon père m'envoyait, mi-agacés, mi-coupables. Ma fille est descendue plus tard, les cheveux encore ébouriffés. « Tu veux qu'on sorte un peu ?» ai-je proposé. Elle a hésité, puis a secoué la tête. « Maman, laisse tomber !» Ces 3 mots, dits d'une voix presque inaudible, m'ont serré la poitrine plus que n'importe quel cri. Je l'ai laissée partir dans sa chambre. J'ai entendu la porte se fermer doucement. Le bois a craqué, comme pour souligner le vide qui se creusait entre nous. Tout en sirotant mon café tiède,
Je me suis rappelé un soir d'il y a 2 ans. Je venais de partir en mission humanitaire, et avant de monter dans l'avion, ma mère m'avait serré fort. « Ne t'inquiète pas pour elle », m'avait-elle murmuré. « On s'occupera de tout. » J'avais cru à cette promesse. J'avais même ressenti un certain soulagement. Aujourd'hui, cette mémoire me brûlait comme une cicatrice mal refermée. Après le petit déjeuner, j'ai prétexté aller faire des courses. En réalité, j'ai pris le bus jusqu'au centre-ville. Je voulais réfléchir loin des murs qui étouffaient. Les vitrines scintillaient de guirlandes. Les passants riaient, chargés de sacs. Le contraste avec ce qui me rongeait était presque obscène. Je me suis surprise à chercher, dans ces visages, un signe, une réponse. Mais tout ce que j'ai vu, c'était l'indifférence. Au retour, je suis entrée par la porte arrière. Dans le salon, ma sœur parlait au téléphone. Ah, oui, elle a commencé à poser des questions. On doit être prudent. Ma voix intérieure a explosé. Elle parle de moi. J'ai fait exprès de tousser pour annoncer ma présence. Elle a sursauté, raccroché aussitôt. C'était qui? Personne. Elle a passé devant moi, l'air neutre, mais ses doigts serraient encore son portable comme une arme. La journée s'est étirée dans une atmosphère lourde. Chaque bruit, une porte qui claque, un pas dans l'escalier, sonnait comme un avertissement. Le soir, j'ai décidé de vérifier par moi-même. Je me suis connectée au compte bancaire où je versais l'argent chaque mois. Les virements étaient là, réguliers, mais le compte destinataire n'était pas celui de ma fille. C'était un compte joint au nom de ma mère et de ma sœur. Mon cœur battait plus vite, mes mains tremblaient, mais je continuais à scroller. Je voyais les retraits, les virements vers d'autres comptes, les dépenses, billets d'avion, restaurants, achats en ligne. Rien qui ait un lien avec les besoins de ma fille. J'ai fermé l'ordinateur en entendant des pas approcher. C'était ma mère. « Tu fouilles dans quoi, là ?» Sa voix était douce, mais ses yeux étaient durs. Je regarde ce qui m'appartient. Elle m'a observé un instant, puis a haussé les épaules. Tu dramatises toujours. On t'a dit, c'est pour la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai senti que si j'ouvrais la bouche, je hurlerais. Au lieu de ça, je suis sortie sur la terrasse. Le froid m'a coupé la peau. Dans la rue, des enfants jouaient avec des boules de neige. Leur rire montait jusqu'à moi, incongru, presque cruel dans leur légèreté. Je ne savais plus si je voulais comprendre, ou si je craignais de découvrir que la vérité était encore pire que ce que j'imaginais. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les murs de ma chambre semblèrent se rapprocher, comme pour me forcer à agir. Vers 3 heures du matin, j'étais assise au bureau, une lampe basse allumée, et je faisais défiler les relevés bancaires, ligne par ligne. Chaque dépense, chaque transfert, c'était une gifle invisible. Je devais savoir jusqu'où ça allait. Au petit matin, j'ai attendu que ma mère parte au marché et que ma sœur emmène ma fille pour un café sans m'inviter. La maison s'est vidée et j'ai ouvert le tiroir du secrétaire de mon père. Les clés étaient toujours là. J'ai fouillé jusqu'à trouver un dossier gonflé de papiers froissés. Des contrats, des factures impayées. Et puis, au fond, un document notarié. Mon sang s'est glacé. C'était un acte d'achat immobilier au nom de ma sœur. Montant? Exactement la somme que j'avais transférée sur l'année. Même l'adresse me paraissait étrangère. Une porte a claqué. Je n'ai pas eu le temps de ranger. Mon père est entré. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Des réponses. Il m'a regardé longuement, les lèvres pincées. Puis il a dit « Ce n'est pas ce que tu crois. » Je me suis levée,
dossier en main. Alors, explique-moi. Il a voulu prendre les papiers, mais je les ai serrés contre moi. Il a soupiré. On avait besoin d'investir. C'est pour assurer l'avenir. L'avenir de qui? Certainement pas celui de ma fille. Il a quitté la pièce sans répondre. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Marc, un ancien collègue devenu avocat. Tu es disponible demain? J'ai des choses à te montrer. Sa voix s'est faite plus grave. Ça a l'air sérieux. Ça laisse. Le soir, à table, personne ne parlait. Ma fille me jetait des regards rapides, comme pour dire je suis là, mais sans oser plus. Ma mère coupait la viande en petits morceaux précis, presque mécaniques. Ma sœur pianotait sur son téléphone. J'ai posé ma fourchette. Demain, je vais voir un avocat. Ma sœur a levé les yeux, un éclat presque amusé dans le regard. Pourquoi faire? Pour savoir si détourner l'argent destiné à ma fille est un crime. Un silence lourd est tombé. Mon père a toussé. Ma mère a continué de mâcher, comme si elle n'avait rien entendu. Dans ma tête, je revoyais les matins en Afrique, la chaleur étouffante, mes mains tachées de sang après des heures d'opération, et ce virement automatique qui partait chaque début de mois. Je croyais envoyer un pont vers ma fille. Ils l'avaient transformée en passerelle vers leur propre poche. Après le dîner, je me suis isolée dans ma chambre et j'ai pris des photos de tous les documents trouvés. Les pages bruissaient sous mes doigts, comme si elles savaient qu'elles allaient en servir d'armes. J'ai compris, dans ce moment précis, que je ne pouvais plus me contenter de regarder. Je n'étais pas seulement une mère trahie, j'étais témoin d'un vol organisé. Et il était temps de frapper, même doucement, juste pour tester la solidité de leur masque. Le lendemain matin, j'ai laissé exprès mon téléphone déverrouillé sur la table de la cuisine, ouvert sur l'écran d'un relevé bancaire. Puis je suis partie dans le jardin, feignant d'arroser des plantes mortes. Par la fenêtre, j'ai vu ma sœur s'approcher, jeter un œil à l'écran, blêmir. Quand je suis rentrée, elle a juste dit « Tu sais, parfois il vaut mieux laisser le passé tranquille. Ce n'est pas du passé, c'est maintenant, et ça va changer. » En prononçant ces mots, j'ai senti quelque chose bouger en moi, une lente bascule. Je cessais de me défendre, je commençais à attaquer. Le rendez-vous avec Marc avait lieu à 10 heures, mais je me suis réveillée bien avant l'aube. La maison dormait encore. J'ai marché pieds nus dans le couloir, chaque latte grinçant comme pour dénoncer ma présence. Dans la cuisine, la cafetière a sifflé trop fort. J'avais peur qu'il se lève, qu'il pose des questions. Marc m'attendait dans un petit bureau au-dessus d'une librairie. Les murs étaient tapissés de dossiers. L'air sentait le papier et le café rassis. Il a écouté en silence pendant que je lui montrais les relevés, les copies de documents. Puis il a levé les yeux. « Tu as assez pour lancer une procédure. Mais tu sais que ça va exploser. Ils sont déjà tout détruits, Marc. Je veux juste qu'ils s'arrêtent. » En sortant, j'avais l'impression de tenir une arme invisible. Mais à peine arrivée à la maison, j'ai compris que le terrain était déjà miné. Ma mère, ma sœur et mon père étaient dans le salon, la télé éteinte. L'atmosphère, tendue comme une corde prête à rompre. Ma sœur a parlé la première. « On sait que tu as vu un avocat. Tu crois que tu vas nous mettre en prison? Si c'est la loi qui le décide, oui. » Elle a ricané, un son sec, presque animal. « Tu te crois plus forte que nous? Tu n'as pas idée de ce qu'on peut faire pour te pourrir la vie. » Mon père, jusque-là silencieux, s'est levé brusquement. « Ça suffit. Tu veux des réponses? Tu as eu ton argent, tes missions, ta gloire. Nous, on a tenu ici, on a payé pour tout.
Alors arrête de jouer les victimes. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. La gloire. Si seulement il avait vu ce que ça coûtait, là-bas, de sauver une vie. J'ai quitté la pièce sans répondre. Dans ma chambre, je me suis assise au bord du lit. Mes mains tremblaient. Et puis, quelque chose a lâché. Les larmes sont venues. Pas celles qui soulagent, mais celles qui brûlent. J'ai pensé à ma fille, enfermée dans cette maison, quand je n'étais pas là, vivant sous leurs règles, leurs mensonges. Un bruit sec m'a fait sursauter. Un cadre était tombé du mur. La vitre brisée s'étalait en éclats sur le parquet. Je me suis vue dans ces morceaux, morcelés, déformés, presque méconnaissables. Le soir, j'ai voulu parler à ma fille, mais ma sœur ne la quittait pas d'une semelle. À table, elle posait la main sur son épaule, comme pour dire « elle est sous ma protection ». J'ai senti la colère monter, mais aussi une peur nouvelle. Et si je perdais ma fille pour de bon? Après le repas, ma mère est venue frapper à ma porte. Elle est entrée sans attendre de réponse. « Tu ne gagneras pas, tu le sais. Même si tu nous attaques, tu perdras tout. Et elle restera ici. » Je l'ai fixée sans un mot. Elle a souri légèrement avant de refermer la porte. Cette nuit-là, j'ai compris que je venais de toucher le fond, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. La question n'était plus « est-ce que je peux les affronter ?» mais jusqu'où suis-je prête à aller pour la sauver? Et dans cette obscurité, au milieu des éclats de verre oubliés sur le sol, une pensée s'est formée, froide et nette. Je devais changer de plan. Changer de plan signifiait tout revoir. Ne plus me battre pour récupérer l'argent, mais pour arracher ma fille à cette maison. Au petit matin, je me suis levée avant tout le monde. J'ai pris mon carnet et j'ai commencé à noter. Non pas ce qu'il m'avait volé, mais ce qu'il me prendrait encore si je restais passive. Temps, confiance, avenir. Chaque mot sonnait comme une condamnation. Je devais comprendre qui, en dehors de cette maison, pouvait m'aider. Marc? Oui, mais il fallait plus. Un témoin. En fin de matinée, j'ai trouvé ma chance. À la boulangerie, une femme m'a reconnue. Madame Lefebvre, l'ancienne voisine qui avait déménagé l'an dernier. Vous êtes revenue? Ça alors. Elle a jeté un regard autour de nous, baissé la voix. Votre fille, je la voyais souvent seule, ou avec votre sœur. Mais elle n'avait pas l'air heureuse. Je me demandais. J'ai posé ma main sur son bras. Vous seriez prête à raconter ce que vous avez vu? Elle a hoché la tête hésitante. Si c'est pour votre fille, oui. De retour à la maison, j'ai commencé à fouiller dans des boîtes entassées dans le grenier. Sous de vieux albums, j'ai trouvé un classeur avec des copies de mes virements et des lettres que j'envoyais à ma fille. Jamais ouvertes. Certaines avaient encore l'enveloppe scellée. Ce n'était plus juste une histoire de fraude. C'était une confiscation délibérée de tout lien entre nous. Marc m'a appelé dans l'après-midi. J'ai parlé à un collègue. Si on prouve qu'ils ont détourné l'argent et isolé ta fille, on peut demander une garde exclusive et déposer plainte. Mais il nous faut un élément qui lie directement leur mainmise à ton absence. Je crois que je l'ai trouvé. Je lui ai décrit les lettres, le compte bancaire, les témoignages possibles. Il a écouté en silence, puis a dit « Alors prépare-toi. Ça ne sera plus une affaire de famille. Ce sera une affaire contre un système. » En raccrochant, j'ai senti ce glissement en moi. Ce n'était plus une vendetta personnelle. Ce que ma famille faisait, d'autres le faisaient sûrement à d'autres femmes parties travailler loin, à d'autres enfants privés de leurs parents. Cette pensée a donné un poids nouveau à chaque geste. Le soir, ma mère a voulu organiser un dîner pour apaiser les tensions.
La table était dressée comme pour Noël, nappe blanche, chandelier. Mais je voyais la mise en scène. J'ai souri poliment, j'ai mangé en silence, enregistrant dans ma mémoire chaque phrase, chaque geste. À un moment, ma sœur a posé la main sur celle de ma fille. « Tu sais, ta mère ne comprend pas toujours ce qui est bon pour toi. » J'ai pris mon verre, calmement. « Et toi, tu sais ce qui est bon pour moi ?» ai-je dit, sans hausser le ton. Elle a retiré sa main, comme brûlée. Après le repas, je suis sortie marcher. Le froid mordait mes joues, mais j'avais besoin de sentir l'air libre. Sous un lampadaire, j'ai ouvert mon téléphone et commencé à rédiger un message à Marc. On lance tout. Je suis prête. En rentrant, j'ai croisé ma fille dans le couloir. Elle m'a murmuré, si bas que je n'étais pas sûre d'avoir entendu. « Sors-moi d'ici. » C'était la preuve qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Demain, le plan commencerait. Le lendemain, tout semblait étrangement calme. Trop calme. Ma mère préparait le café, ma sœur lisait un magazine dans le salon, mon père bricolait quelque chose au garage. Cette tranquillité était une façade, et je savais que la mienne devait l'être aussi. J'ai enfilé mon manteau et annoncé d'une voix neutre. « Je vais voir une vieille amie. » Personne n'a posé de questions, mais je sentais leurs yeux me suivre jusqu'à la porte. Au coin de la rue, Marc m'attendait dans sa voiture. À l'arrière, 2 sacs. Un appareil photo professionnel et un ordinateur portable. « On va tout documenter, » dit-il en démarrant. Et j'ai trouvé un allié. Nous avons roulé jusqu'à un petit café près de la mairie. Une femme nous attendait à l'intérieur, Claire, assistante sociale. « Votre histoire n'est pas unique, » m'a-t-elle dit d'emblée. « Mais si on veut que ça tienne devant un juge, il faut des preuves concrètes, pas seulement des relevés et des lettres. Qu'est-ce que vous proposez ? De surprendre les conversations, d'obtenir des aveux implicites et d'impliquer votre fille si elle accepte. » Mon ventre s'est serré à cette idée. Je ne voulais pas l'exposer. Mais Claire avait raison. Sa voix comptait. Nous avons passé la journée à préparer. Marc a installé un micro discret dans le pendentif que je portais toujours. Claire a trouvé un prétexte pour venir chez mes parents le lendemain, sous couvert d'enquête de voisinage. En fin d'après-midi, j'ai dû retourner à la maison pour ne pas éveiller les soupçons. À peine entrée, ma sœur m'a demandé : « Alors, cette amie, on a bu un café, parlé du bon vieux temps ?» Elle a plissé les yeux, mais n'a rien répondu. Le soir, je me suis assise dans le salon, feignant de feuilleter un livre. Ma mère est venue s'asseoir à côté de moi. « Tu sais, tout ce que nous faisons, c'est pour protéger la famille. » J'ai levé les yeux, le micro captant chaque mot. Protéger. En me volant et en mentant à ma fille. Elle a haussé les épaules. Parfois, il faut choisir le plus fort. Ces phrases suffiraient-elles ? Je n'en étais pas sûre. Mais c'était un début. Le lendemain, la maison s'est remplie d'une énergie différente. Claire est arrivée avec un bloc-notes, saluant tout le monde comme une vieille connaissance. « On fait un recensement des ménages pour un programme municipal », dit-elle avec un sourire. Quelques questions rapides. J'étais assise à côté de ma sœur quand Claire a demandé : « Et pour les finances, comment gérez-vous les apports familiaux ?» Ma sœur a ri. « Oh, on mutualise tout. Même l'argent qu'elle envoie à sa fille, ça passe par nous. Sinon, ça partirait n'importe où. » Je sentais mon cœur battre dans mes tempes, mais je gardais le visage impassible. Après le départ de Claire, j'ai prétexté un mal de tête et suis montée dans ma chambre. Marc m'a appelée presque aussitôt. « C'est parfait. On a tout sur l'enregistrement. » Cette nuit-là,
je n'étais plus la même. Je ne pensais plus en termes de survie, mais de stratégie. Demain, nous allions passer à l'étape suivante. Rendre public ce qu'ils croyaient bien caché. Et pour la première fois depuis mon retour, je me suis endormie avec une sensation presque oubliée, celle d'avoir l'avantage. Le plan était simple sur le papier, mais il ne laissait aucune place à l'erreur. Marc avait réservé une salle dans un café près du tribunal. Pas pour un procès, pas encore, mais pour une réunion de médiation familiale. En réalité, c'était un piège. Ce matin-là, j'ai enfilé un pull sobre, noué mes cheveux, comme pour dire je ne viens pas me battre, juste parler. Dans ma poche, une clé USB avec tous les enregistrements, relevés, photos. Ils sont arrivés ensemble. Ma mère, droite comme une statue, ma sœur avec son sourire trop large, mon père traînant légèrement les pieds. Ma fille était là aussi, les mains dans ses poches, le regard fixé au sol. Marc les a salués poliment, puis a installé son ordinateur. « Nous sommes ici pour trouver un terrain d'entente », a-t-il dit. Mais avant, il faut que tout soit clair. Il a ouvert un dossier. Les voix enregistrées ont rempli la pièce. Ma mère disant parfois « il faut choisir le plus fort ». Ma sœur riant même l'argent qu'elle envoie à sa fille, ça passe par nous. Le silence qui a suivi était dense, presque matériel. Ma sœur a fini par éclater. « Tu as enregistré ? C'est illégal ?» Marc a levé un sourcil. « Non, c'est parfaitement légal en contexte de protection d'un mineur. » Ma mère m'a fixé. « Tu n'es plus des nôtres. » Si les nôtres signifie voler, manipuler et briser une enfant, alors non. Ma fille a levé la tête, enfin. C'est vrai. Tout ce qu'elle dit. Elle me disait que tu ne voulais pas de moi. Je l'ai regardée, le cœur en vrac, mais je n'ai pas bougé. C'était son moment. Marc a posé calmement les documents devant eux. Si nous allons au tribunal, voici ce que le juge verra. Vous pouvez régler ça ici, ou devant tout le monde. Mon père a repoussé les papiers. Tu veux quoi? De l'argent? Non. Je veux ma fille. Et que vous ne nous approchiez plus. Ils se sont regardés, cherchant une faille. Mais s'il n'y en avait pas. Dans le café, les clients autour avaient commencé à écouter. Les têtes se tournaient. Une femme à la table voisine a murmuré quelque chose à son compagnon, qui m'a lancé un regard de soutien. Cette présence anonyme m'a étrangement renforcée. Ma sœur a fini par se lever brusquement. « Très bien. Mais tu regretteras. » Elle a quitté la pièce, talons claquant sur le carrelage. Ma mère l'a suivie sans un mot. Mon père est resté quelques secondes de plus, puis a simplement dit « Tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher. » Et il est parti à son tour. Marc a rangé ses affaires. C'était la partie la plus visible. Maintenant, on continue en justice. Mais tu as gagné un point important aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Je savais qu'il avait raison, même si je ne ressentais pas de triomphe. Juste une étrange clarté. En sortant, ma fille s'est rapprochée de moi. Sa main a effleuré la mienne. On part quand? Bientôt. Très bientôt. Nous avons marché côte à côte dans la rue froide, laissant derrière nous les regards, les murmures et l'écho de ce moment où, pour la première fois, ils avaient reculé. La nuit tombait quand nous avons quitté la ville. La voiture filait sur la route déserte, les phares découpant un tunnel de lumière dans l'obscurité. Ma fille s'était endormie, la tête appuyée contre la vitre, un léger sourire sur les lèvres, le premier que je voyais depuis mon retour. À travers le pare-brise, les lumières des villages défilaient comme des signaux muets. Je n'avais plus besoin de parler, plus besoin d'expliquer. Tout avait été dit. En arrivant à l'hôtel, j'ai coupé le moteur et suis restée un instant immobile.
Dans le rétroviseur, je voyais mon propre regard, calme, presque étranger. Je suis descendue et ouvert la portière côté passager et l'ai doucement réveillée. Elle a murmuré « On est en sécurité ?» J'ai simplement répondu « Oui ». Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée, nos ombres se fondant l'une dans l'autre sous la lumière jaune. En refermant derrière nous, j'ai senti le monde extérieur s'effacer. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur.